Alors, je ne vais pas vous raconter tout ce que vous avez dit sur Michelin. Je vais rester sur la partie responsabilisation. Je voulais partager avec vous, d'abord, le fait que j'ai lu un livre. J'ai lu un livre récemment qui s'appelle Le travail invisible de Pierre-Yves Gomez. Et ce livre m'a beaucoup inspirée, surtout en lien avec ce que je vis chez Michelin aujourd'hui. Ce livre, en fait, décrit les conséquences de la financiarisation sur la façon dont les gens peuvent vivre leur travail. Et en fait, l'éclairage qui m'a particulièrement intéressée, c'est le fait d'expliquer que le travail doit être vécu dans 3 dimensions pour pouvoir permettre aux personnes de s'épanouir dans leur environnement personnel. Donc l'épanouissement au travail, c'est possible, en tout cas j'y crois, ça fait vraiment partie des valeurs et des sujets sur lesquels je m'investis personnellement beaucoup, parce que c'est en accord direct avec mes valeurs personnelles. Et donc pour permettre cet épanouissement au travail, il faut arriver à faire vivre à chacun le travail dans ces 3 dimensions que décrit très bien Pierre-Yves Gomez. La première dimension du travail, c'est le travail objectif. Alors le travail objectif, c'est en fait on peut l'imaginer assez facilement, c'est la capacité de pouvoir mesurer ce que l'on fait. Combien est-ce que j'ai produit de produits, quel type de service j'ai délivré, combien est-ce que ça coûte pour fabriquer ce produit ou ces services, est-ce que je l'ai fait dans le bon délai, est-ce que je le fais d'un bon niveau de qualité. Donc toute cette partie à la limite assez mesurable d'indicateurs, on la trouve assez facilement dans les différentes entreprises. Et chez Michelin, on n'y coupe pas. On a effectivement la majorité de nos salariés qui sont capables à un moment donné de dire où ils en sont de leur production quotidienne ou même horaire. La deuxième dimension du travail qui est intéressante, c'est la dimension subjective. Alors subjectif, c'est effectivement la façon dont moi je ressens ce travail. Quelle fierté je peux retirer de mon travail? En quoi est-ce que c'est en lien avec mes croyances, avec mes valeurs? En quoi est-ce que je me dépasse pour faire ce travail? En quoi est-ce que j'ai l'impression de contribuer à quelque chose de grand qui pourrait, dans l'idéal, changer le monde? Donc toute cette partie subjective nous permet d'obtenir de la reconnaissance personnelle ou d'un collectif et de retirer une certaine fierté de ce travail. Et c'est ce qui fait que je m'épanouis aussi en tant que personne, parce que je contribue directement à quelque chose qui est important pour moi. La troisième dimension du travail, sur laquelle insiste Pierre-Yves Gomez, c'est le travail collectif, la dimension collective. En effet, par mon travail, j'arrive à m'inscrire dans la société. Je contribue, j'apporte ma pierre à l'édifice. Je fais partie d'une chaîne qui, à la fin, va délivrer quelque chose de beau ou de grand. Et puis, je peux rentrer dans cette relation qu'évoquait un peu Stanislas Desjoncker tout à l'heure, ou Monsieur Flichy, de je vais donner, je vais peut-être recevoir. Je me mets dans cette logique de collaboration. Je donne, je développe de la solidarité, de l'entraide, et je sais qu'en cas de problème, moi je vais aussi à mon tour recevoir. Et ça, c'est important pour se développer en tant qu'être humain. Donc ces 3 dimensions du travail permettent l'épanouissement. Ça, c'était pour moi une prise de conscience assez importante, et je l'ai mis en relation avec ce qu'on vit chez Michelin, avec notre démarche de responsabilisation. Parce que ces dimensions objectives, subjectives et collectives, bien sûr, existent. Avec quand même un biais qui a été pris ces dernières années, en particulier avec la taylorisation, où on a hypertrophié la partie objective, en particulier avec des indicateurs toujours plus nombreux, des tableaux de bord toujours plus nombreux et des objectifs toujours plus compliqués à atteindre et parfois même assez contradictoires les uns avec les autres. Donc on a toujours ces objectifs à atteindre, mais on a enlevé une partie de la capacité d'action des personnes pour avoir les leviers, pour pouvoir prendre les décisions qui vont leur permettre de faire le nécessaire pour atteindre ces objectifs. Donc hypertrophier le côté mesure du travail objectif, mais en même temps démunir les personnes d'un certain nombre de capacités d'action pour atteindre ces objectifs. Le travail subjectif a été, lui, plutôt atrophié. On a, par la taylorisation, parfois découpé le travail en tâches unitaires qui ne nous permettent pas de voir en quoi je contribue à un tout et en quoi je peux, à la fin, contempler mon travail et en retirer une certaine fierté. Et la partie collective a été aussi, dans certains cas, en particulier dans des usines avec des tâches
découpé, vraiment beaucoup remis en cause, avec je fais le travail à mon poste pour atteindre mes objectifs individuels qui me sont donnés, et donc je n'ai pas le temps de travailler pour aller aider mes collègues qui doivent atteindre leurs objectifs à côté, même s'ils sont en difficulté, parce que je remettrai en cause, dans ce cas-là, ma capacité à atteindre mes propres objectifs. Donc tout ça, c'est un parallèle assez rapide, mais assez concret et assez direct avec ce qu'on vit chez Michelin. Donc je vais vous raconter l'histoire de Michelin responsabilisé. Alors on a un terreau quand même très fertile chez Michelin, puisqu'il y a plus de 80 ans, Édouard Michelin disait qu'effectivement, un des principes qui fondait l'entreprise, c'était de pouvoir donner la responsabilité de l'action à ceux qui accomplissent l'action, et que ça leur permet de révéler en lui tout un tas de capacités dont il était même parfois pas conscient et qui lui permettaient d'avancer. Donc on a plutôt un terreau fertile. Il n'empêche que depuis plus de 15 ans, on est dans une démarche où on se cherche un peu, on a beau être convaincu sur la cible à atteindre, on se cherche sur comment arriver à opérer cette transformation dans un groupe de 110 000 personnes. Donc première étape qu'on m'a racontée, parce qu'à l'époque, comme on vient de le rappeler, j'étais chez Péchinet, les années 90, première initiative très locale, donc dans quelques usines, toute l'histoire a commencé dans l'industrie. Donc on m'a raconté une usine aux États-Unis, une usine en Allemagne, où des managers, pour essayer de réduire leurs frais de structure et réduire un peu le nombre de la strate des managers, avaient décidé d'essayer de confier un certain nombre de tâches aux agents, aux opérateurs, directement dans l'usine, et de façon à dire finalement on pourra enlever quelques-uns de ces managers ou de ces décideurs qui ne font pas directement le travail. Sur ce, Édouard Michelin visite une de ces usines et voit des yeux qui brillent. Il se trouve à rencontrer des opérateurs à qui on avait confié ces tâches nouvelles et qui exprimaient beaucoup d'intérêt pour le travail qu'ils avaient à réaliser et pour les tâches qui leur étaient confiées. Et ils retiennent une certaine fierté de pouvoir intervenir sur des tâches complémentaires qui créent de la valeur pour l'entreprise. Donc là, Édouard Michelin, qui était très sensible à cet aspect humain, dit « Ok, là, on a quelque chose qu'il faut absolument qu'on arrive à utiliser et à mettre en œuvre, et il faut qu'on fasse profiter de ce qu'on vient de découvrir dans ces entreprises de façon plus large. » Donc début des années 2000, la volonté de déployer ce qu'on a appelé chez Michelin les organisations responsables. Donc on essaye de tirer des enseignements des deux usines qui avaient commencé, on définit des bonnes pratiques, on définit des conditions de succès, et on définit ce que sont les organisations responsabilisantes, et on dit maintenant, à partir de l'année 2000, dans toutes les usines, on va mettre en œuvre et déployer ces conditions de succès pour permettre de multiplier les yeux qui brillent dans les différentes usines Michelin. Donc, début des années 2000, ça commence doucement parce que c'est une transformation humaine, donc il faut du temps pour mettre en œuvre ces conditions, pour faire évoluer la culture. Et là, on est rattrapé dans les années 2005 par un constat qui est que chez Michelin, on est plutôt en retard sur la mise en œuvre des outils Lean, qui sont déjà très fortement présents dans l'industrie automobile globalement. Et donc, ce qu'on me raconte, là aussi, je vous raconte ce qu'on m'a expliqué. En 2005, des personnes de Michelin vont faire des benchmarks, donc vont voir ce qui se passe dans les entreprises qui ont déjà développé des outils Lean, reviennent avec un certain nombre d'outils à peaufiner, à adapter à notre culture, et on lance les premiers pilotes des outils Lean chez Michelin. On fait donc apprentissage en faisant dans des premières usines pilotes, et puis on écrit de nouveau des bonnes pratiques, des référentiels et la façon dont on va faire pour mettre en œuvre les outils Lean chez Michelin. Et là, 2005-2010, tout s'accélère. Mise en œuvre des outils rapidement dans toutes les usines. Donc les indicateurs, les objectifs, les routines de management, le point 5 minutes pour tous les agents, tous les matins, les réunions mensuelles pour définir ensemble les axes de progrès, les tournées de terrain des managers tous les matins pour récupérer les informations sur les problèmes de la veille et les actions à engager pour aider les agents. Donc tout ce système se met en œuvre très rapidement. Et donc moi je suis arrivée en 2011 chez Michelin, donc juste à la fin de cette phase-là.
Et j'étais très impressionnée, venant de chez Péchiné, où j'avais eu la charge de mettre en place ce système de management par les outils Lean, de voir la vitesse à laquelle, dans un groupe de 110 000 personnes, on a été capable de déployer les outils Lean. Vitesse record, en 5-6 ans, toutes les usines sont équipées. Et ça rapporte, puisqu'on fait des gains de productivité, et on fait des progrès dans l'industrie chez Michelin de façon importante, sur un rythme à peu près de 6% par an, là où un rythme moyen classique est plutôt de 3% par an. Donc déploiement rapide et grand succès sur l'atteinte de résultats. 2011 toutefois, fin 2010, début 2011, on sent quelques signaux faibles du terrain. On se dit tiens, on a des signaux faibles, les gens disent on perd un peu notre âme, on parle un peu trop système, on parle un peu trop outils, on parle un peu moins des hommes. On a peut-être un peu oublié qu'on pouvait faire briller les yeux en sollicitant plus les personnes à participer à beaucoup de choses. On est peut-être tombé un tout petit peu trop dans la partie mécanique et on a un petit peu laissé tomber du coup le déploiement des organisations responsabilisantes qui avait commencé en 2000, puisqu'il fallait aller vite sur la mise en place des outils. Les managers et les équipes globalement ont eu du mal à trouver le bon équilibre et à mettre l'énergie à la fois sur les organisations responsabilisantes et sur le déploiement des outils Lean. Mais puisque le respect des personnes est une valeur chez Michelin et que c'est un point d'attention fort, ces signaux faibles ont été rapidement pris en compte et en considération au bon niveau. Et donc 2011, on se dit le bon système, c'est d'arriver à déployer avec le bon équilibre à la fois les outils, donc management de la performance, et les organisations responsabilisantes. Et si on déploie les bonnes pratiques en même temps sur les deux domaines, au niveau de toutes les usines, là, on va atteindre un système vraiment gagnant-gagnant. On aura à la fois nos personnes qui seront motivées, qui auront les yeux qui vont briller, qui vont être engagées, qui vont avoir envie de s'engager au maximum et de délivrer vraiment des bons produits au bon moment et qui seront fiers et qui vont s'épanouir dans leur travail, et à la fois une bonne performance parce qu'elles auront tous les outils nécessaires pour améliorer la performance en parallèle. Et donc moi je rejoins Michelin à ce moment-là. Donc 2011, j'ai la chance entre 2011 et surtout 2012-2013 de parcourir toutes les usines françaises pour accompagner les équipes dans leur déploiement des organisations responsabilisantes. Et là, constat assez différent, assez hétérogène d'une usine à l'autre. On a des usines qui toutes les usines mettent en œuvre les bonnes pratiques, mais des usines qui les mettent en œuvre en ayant davantage peut-être compris la philosophie qu'il y a derrière les organisations responsabilisantes, et s'étant davantage approprié personnellement tous ces principes. Et je suis confrontée à des personnes sur le terrain qui sont absolument épanouies et fières de ce qu'elles font. Des agents qui me prennent par la main, qui m'emmènent dans leur bureau où ils suivent la performance et qui me disent « Regardez ça, vous voyez cet indicateur, il progresse depuis 3 mois et c'est moi qui suis à l'origine de ça. » On a pris la décision ensemble en équipe de faire une tâche nouvelle qui permet d'avoir un rôle particulier à jouer sur la qualité. Depuis qu'on a mis en œuvre cette action et que je fais cette tâche complémentaire tous les jours, on voit les indicateurs de performance qui progressent chaque mois. Et donc la personne, les yeux qui brillent, une fierté énorme, quelqu'un qu'on sent très bien dans son travail et très épanoui. Une personne, donc c'est vraiment le côté objectif du travail dont on te parlait tout à l'heure. La personne qui voit les indicateurs qui progressent, c'est aussi le côté subjectif du travail, puisque la personne est très fière et dit « je suis reconnue pour ce que je fais », ça crée de la valeur. Et on retrouve bien sûr aussi la dimension collective, puisque c'est en groupe, en équipe, qu'ils ont décidé quelles étaient les tâches nécessaires à lancer, et c'est la mise en œuvre de cette tâche décidée collectivement qui fait gagner l'équipe. Donc j'ai réussi à faire cette prise de conscience de l'intérêt de travailler bien sur ces 3 domaines et ces 3 dimensions du travail, après coup, lorsque j'ai lu le livre de Pierre-Yves Gomez, mais au moment où je l'ai vécu sur le terrain avec les équipes, j'avais bien sûr pas cette lecture des 3 dimensions, mais j'avais par contre une émotion énorme, les yeux, limite les larmes aux yeux, de voir cette personne s'épanouir à ce point dans son travail.
Mais j'ai vécu aussi pendant cette période d'autres témoignages. J'ai eu l'occasion aussi de passer dans d'autres usines ou dans d'autres équipes où je rencontrais aussi des gens à qui on avait confié des tâches nouvelles et ces personnes me disant « Oui, on dit qu'on m'a responsabilisé, on m'a donné 1 ou 2 tâches supplémentaires à faire. Je le fais consciencieusement, ça me prend 10 minutes par jour, mais je ne vois pas bien en quoi ça contribue à la performance. Je ne vois pas bien en quoi ça me responsabilise de remplir ces papiers nouveaux ou de faire ces petites tâches complémentaires. » Difficulté pour lui de voir le lien entre ça et la réelle qualité du travail au sens noble de « bah oui, je produis quelque chose de concret, oui, je peux en retirer une fierté et oui, ça sert à lui. » Donc, on avait trouvé le bon équilibre entre les deux, mais la façon dont on le met en œuvre sur le terrain à partir de bonnes pratiques décidées plutôt par le central ou rédigées par le central n'est pas si facile en fait. Donc 2013, étape suivante, je vais vous le faire sans le petit pictogramme, parce que moi j'ai de la chance avec le micro, mais moins avec les petits pictogrammes. 2013, en fait, on se dit, finalement, on a mis en place des basiques sur la responsabilisation, mais on se rend compte que ce qui fait que ça va fonctionner, c'est que ce sont les personnes elles-mêmes qui vont dire de quelles tâches elles ont besoin. Ce sont les personnes qui font, qui vont décider, et là je rejoins totalement le témoignage de Stanislas Desjoncker juste avant, ce sont les personnes qui font les actions, qui vont décider quelles sont les tâches dont elles ont besoin pour se responsabiliser et pour pouvoir faire du travail de bonne qualité, dont elles seront fières, qui vont leur permettre de bien vivre leur travail et de s'épanouir au travail, et en même temps de générer de la performance, parce que, et les gens nous l'ont démontré, on peut faire confiance aux équipes sur leur volonté de bien faire leur travail. Donc le pari que l'on fait en 2013, suite à une réunion qui a eu lieu en centrale à Michelin avec quelques décideurs du central, de se dire on veut aller plus loin dans les organisations responsabilisantes parce qu'on sent bien qu'il y a un potentiel énorme et pour l'épanouissement des personnes et pour la satisfaction de nos clients et de notre performance. Mais au bout d'une semaine de réflexion en centrale, la conclusion est c'est pas nous qui pouvons définir comment on va faire. C'est pas nous en centrale qui pouvons dire ce que ce sera que la suite des organisations responsabilisantes. Donc la décision à la fin de cette semaine de réflexion en centrale a été de dire on va lancer des démonstrateurs sur le terrain. On va demander aux équipes elles-mêmes de nous dire ce qu'elles veulent faire et jusqu'où elles peuvent aller en termes d'autonomie et de mise en œuvre de ces principes de responsabilisation. Donc 2013, on choisit 37 équipes de terrain dans les usines, des équipes d'une trentaine de personnes. Donc en fait, ça fait une équipe projet de 1000 personnes à peu près sur un groupe de 110 000 personnes. Et on leur confie la responsabilité de démontrer jusqu'où elles peuvent aller en termes d'autonomie et de gestion de leur performance et de leur organisation d'équipe et de leur prise de congé et de leur développement de compétences au sein de leur équipe. On leur donne 1 an et les consignes que l'on passe à leur environnement de travail proche, donc aux managers et à tous les experts qui travaillent autour d'eux, c'est de dire laissez-les faire. Laissez-les faire. Elles vont faire preuve d'initiative, elles vont avoir des idées peut-être un peu perturbantes pour nous, elles vont peut-être prendre des risques, elles vont peut-être oser des choses nouvelles, mais c'est ce qu'on attend d'elles, donc laissez-les faire. Et là, au bout d'1 an, donc pendant 1 an déjà on les a accompagnés, on est allé les voir de temps en temps pour voir comment ça se passait, pour les encourager parfois à oser un peu plus, parce que c'est pas toujours si facile quand on a l'habitude de faire son travail au quotidien, de se dire que d'un seul coup on peut oser des choses nouvelles. Donc on les a encouragés, on les a rencontrés régulièrement, mais surtout un des grands moments que j'ai vécu chez Michelin, c'est tout à fait fin 2013, mois de novembre au mois de décembre 2013, quand on a fait les réunions de ce qu'on appelait de capitalisation de ces démonstrateurs. Donc là, on a fait venir des gens du terrain, par zone géographique pour qu'ils puissent parler la même langue. Donc il y a une réunion en Allemagne, une réunion en Pologne, une réunion en France, une réunion aux États-Unis. Moi, j'ai participé à celle en France. Et là, on avait donc les managers directs de ces équipes, on avait 3-4 représentants pour chacune des équipes, et on les a fait réfléchir pendant 2 jours et les faire témoigner sur ce qu'ils ont vécu. Et là, ça a été bluffant pour tout le monde,
Les gens nous ont parlé de sérénité au travail. Les gens nous ont parlé de bien-être au travail. Les gens nous ont parlé de confiance. On nous a fait confiance. On nous a confié les clés du camion. On a fait confiance en notre capacité à bien faire notre travail. Des gens qui retrouvent de la dignité au travail. Et surtout, le message qu'ils nous ont passé, c'est vous nous avez donné 1 an pour démontrer et pour explorer, mais surtout, laissez-nous continuer. Il nous a fallu du temps pour nous mettre en route. Il nous a fallu du temps pour comprendre ce que vous attendiez de nous. Il nous a fallu du temps pour savoir comment on pouvait mieux travailler en équipe et pouvoir partir dans ce domaine-là. Mais maintenant, des idées, on en a plein. On a plein d'autres domaines à explorer. On a plein d'autres choses à vivre ensemble qui vont nous permettre d'aller vraiment beaucoup plus loin. Et l'autre point qui était important pour nous et que les équipes ont mis en œuvre également, c'est qu'au-delà de tout ce bien-être que je vous ai rapporté, la sérénité, le bien-être, la confiance, la dignité, il y avait aussi de la performance. Alors bien sûr, en 1 an, les équipes n'ont pas travaillé sur tous les axes de performance. On mesure chez Michelin la performance sur 5 domaines différents. Mais à chaque fois qu'une équipe allait chercher un domaine sur lequel faire du progrès, il nous a démontré qu'elle faisait des progrès, mais à une vitesse incomparable avec ce qu'on avait vu ailleurs. Donc des équipes avaient travaillé sur le taux d'absentéisme. Ils avaient divisé par 3 le taux d'absentéisme. Ils ont travaillé sur la vitesse d'apprentissage et d'intégration des nouveaux. Ils ont divisé par 2 les vitesses d'apprentissage pour que les nouveaux sachent faire le travail. Ils ont travaillé sur la qualité. Ils ont divisé par 10 des taux de non-conformité sur les produits. Ils ont travaillé sur les interruptions de travail liées à des problèmes de maintenance. Ils ont divisé là aussi de façon drastique les taux d'interruption de production liés à des problèmes de maintenance. Donc dans tous les domaines sur lesquels ils s'étaient attaqués, ils ont fait des progrès. Donc là, on avait réellement démontré ce qu'on voulait démontrer, que si on laisse les personnes elles-mêmes définir ce dont elles ont besoin, on est capable de booster le bien-être au travail, l'épanouissement personnel et la performance dans l'entreprise et l'agilité vis-à-vis de la réponse à nos demandes de nos clients. Donc 2015, à force de ces expériences vécues chez Michelin, début d'année 2015, le comité exécutif du groupe définit la responsabilisation comme une des 4 initiatives stratégiques du groupe. Donc l'impulsion donnée par le leader est là, et le message est fort. On dit à toutes les équipes Michelin, donc au-delà de l'industrie où on a fait toute cette exploration que je vous ai relatée ces 15 dernières années, on dit dans le groupe, industrie et hors industrie, la responsabilisation est une des initiatives stratégiques qui va permettre de servir la stratégie du groupe et nous permettre d'être au rendez-vous pour le service client, pour l'innovation, pour l'épanouissement des personnes, pour la performance de l'entreprise. Donc comme vous le voyez, 15 ans de démarches successives, des démarches initiées localement, des démarches plutôt top-down, et puis une volonté maintenant de l'entreprise d'y aller. Alors 15 ans c'est long, et en même temps, vous voyez, on est encore qu'au début de notre démarche, puisque on est loin, on a beaucoup d'humilité par rapport à ça, on est loin d'avoir complètement démontré qu'on savait comment mettre en œuvre. On a démontré que qu'il n'y avait pas de doute sur le fait qu'il fallait qu'on aille vers ça. On a des îlots, des équipes de volontaires à différents endroits qui sont en mouvement, qui ont vraiment fait des choses très, très fortes et très intéressantes. Mais on est loin d'avoir réussi la transformation du groupe Michelin, et pourtant ça fait plus de 15 ans qu'on travaille sur le sujet. Donc quand on compare à ce qu'on lit sur Internet, ou quand on compare à des exemples de PME qui effectivement en 2 ans ou 3 ans arrivent à opérer une transformation, dans un groupe de 110 000 personnes, c'est finalement peut-être pas si facile, ça prend peut-être plus de temps. Aujourd'hui, en tout cas, on a une conviction, on a vraiment pris conscience qu'il fallait effectivement l'impulsion du leader pour y aller, et que par contre, on ne pouvait pas déployer cette démarche comme on avait essayé de le faire en 2005 ou 2011, en top-down avec des bonnes pratiques. La façon dont on fait aujourd'hui, c'est qu'on dit aux personnes qui sont volontaires, qui sont convaincues, démarrez localement, allez-y avec votre équipe, et on vous aidera à y aller. Donc là, je souhaite faire un parallèle en fait avec une autre cause qui
qui m'est cher, hein, qui me tient à cœur, qui est tout le respect de la planète et de l'environnement de façon générale. Et je suis très sensible à un mouvement qui s'appelle le mouvement Colibri. Je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement, si vous en avez entendu parler. Et ce mouvement Colibri tient son nom d'une légende amérindienne, donc, que Pierre Rabhi raconte et qui dit il y a eu un jour un incendie énorme dans une forêt. Et là, tous les animaux fuient, quittent leur forêt devant la peur. Ils sont atterrés, sidérés, complètement déstabilisés par cet incendie gigantesque. Et là, il y a le petit colibri qui s'active et qui en permanence va jusqu'à la rivière, prend quelques gouttes d'eau dans son bec et vient le remettre sur les flammes de l'incendie. Et il s'active et il s'active. Et devant toute cette agitation, il y a le tatou qui le regarde et qui finit par être un peu excédé en disant mais t'es pas fou, colibri, tu te rends bien compte que tu vas pas y arriver comme ça. Et le colibri répond au tatou, oui, je sais. Mais moi, je fais ma part. Et en fait, j'aime beaucoup cette image et les deux axes que Pierre Rabhi, qui est à l'origine du mouvement Colibri, rappelle en permanence, qui dit que pour réussir une transformation telle que celle de l'ambition de Colibri, qui est de faire un monde plus écologique et plus humain, la façon dont on va réussir à faire ce monde plus écologique et plus humain, c'est deux choses. C'est éveiller les consciences, que les gens prennent conscience qu'on peut faire autrement, et après, que chacun fasse sa part. Et je pense en fait que dans une entreprise de 110 000 personnes, pour arriver à faire une transformation culturelle majeure, il faut qu'on arrive à éveiller les consciences et que chacun puisse faire sa part. Et moi, j'ai une chance folle depuis 2 ans, c'est que je travaille dans une équipe, d'une équipe de 5-6 personnes dédiées à plein temps à cette démarche de responsabilisation, dont notre mission consiste en, je dirais, 2 points essentiels, si je résume un peu. C'est susciter l'intérêt, organiser des conférences. Donc Marie, qui est dans la salle, participe beaucoup à ces points-là. Donc susciter l'intérêt, organiser des conférences, expliquer la démarche de responsabilisation, expliquer les principes qui sous-tendent cette démarche de responsabilisation. Donc on fait notre part chaque jour en éveillant les consciences. Et notre deuxième mission, c'est d'accompagner les personnes qui se portent volontaires, qui sont convaincus et qui veulent se lancer dans cette transformation. Donc notre deuxième mission, c'est de les accompagner au quotidien pour les aider à faire leur part de transformation. J'espère aujourd'hui avoir un tout petit peu contribué à éveiller vos consciences, votre prise de conscience sur le sujet, et puis à vous avoir donné, vous aussi, envie de faire un peu votre part. Merci.